salon de la radio et de l'audio digital. L'interview sur Connect en Air, depuis le salon de la radio. Salon de la radio et de l'audio digital. On a parlé radio tout à l'heure, on a parlé habillage d'antenne, on va parler podcast. Maintenant, ça fait partie des grands thèmes de cette édition 2020. Nous recevons Rebecca, bonjour, Camille et Alexandre. Tous les trois, vous êtes podcasteurs. On dit courant, on dit podcasteuses et podcasteurs. Ouais, podcasteuse. Ouais. Moi, ça me va. Alors, Camille Bandeville, vous avez un podcast qui s'appelle Woman in Tech and Radio, c'est ça? Oui, c'est ça. C'est quoi ce truc? En fait, je suis rentrée dans le monde de la radio l'année dernière et je travaille chez David System, donc un éditeur de logiciels. Et j'ai remarqué assez rapidement qu'il y a quand même un gros problème de diversité au niveau du monde de la tech dans la radio. Et c'est pour ça que j'ai commencé le podcast, en fait, pour donner un peu plus d'importance au problème, à donner la parole aux femmes de la tech et de la radio, donc à motiver plus de femmes à rentrer dans la tech. Alors ça, c'est une bonne chose parce qu'on nous a effectivement dit qu'il n'y avait pas assez de femmes qui proposaient des podcasts. C'est vrai? C'est pas totalement vrai ça, Camille. Hein. Dites-lui non tout de suite. Ah mais non, mais on nous a dit ça hier, on nous a affirmé ça. Il y a avec le podcast une infinité de programmes qui non seulement sont animés par des femmes, mais qui parlent aussi. Alors qui parlent des femmes, qui sont animés par des femmes, qui sont produits par des femmes. Il y a même des studios de podcast où il n'y a que des femmes. Vous confirmez? C'est génial. Je me voilà rassuré. Oui, mais le sujet de mon podcast, en fait, c'est vraiment pour les femmes qui travaillent dans la tech, dans la radio. Alors, et du coup, par exemple, chez David System, on est un éditeur de logiciels. C'est très technique, donc du coup. C'est très technique. Okay. Et même dans les radios, dans les stations de radio, les femmes, généralement, il y a plus de femmes qui travaillent dans le contenu que dans la partie tech des stations de radio. Alors, c'est un podcast qui est hebdomadaire, qui est mensuel, qui est quotidien. Qui est plutôt mensuel. D'accord. J'ai commencé il y a 6 mois, donc j'essaie de trouver des partenaires avec qui parler du coup. Et vous le diffusez comment? Sur une plateforme dédiée? Vous l'envoyez au public qui est concerné? Je le diffuse sur SoundCloud, sur Spotify et sur Apple. D'accord. Sans un format court? Ça dépend. Les premiers entretiens que j'ai faits, ils duraient 5-6 minutes et le dernier que j'ai fait, que j'ai publié mardi, il fait 25 minutes. Et vous parlez de quoi pendant 25 minutes? On parle de tout. On parle des expériences des femmes, de leur chemin professionnel, mais aussi de leurs relations qu'elles ont eues avec la diversité, avec les hommes dans la tech, comment elles ont réussi à arriver ici dans le monde de la radio ou de l'audio. C'est sous forme d'échange, d'interview, de storytelling? C'est un entretien, c'est une interview. Donc généralement c'est en ligne. D'accord. Rebecca, vous, c'est complètement autre chose. Alors, on est dans le podcast, porté par une voix de femme là aussi, et hashtag 2050 en fait. Oui, hashtag 2050, c'est le nom du podcast. C'est un podcast qui a aujourd'hui 3 ans. Il y a 80 épisodes à peu près déjà de publiés. On est sur une durée qui va de 30 à 45 minutes à peu près. Et on est dans le format de la conversation. Je tiens à ce terme de conversation parce que je ne suis pas dans l'interview avec une grille de questions préalablement prévue. C'est vraiment un échange. Et le principe, c'est que mon invité, femme ou homme, choisit un thème qui lui tient à cœur. Ça peut être, il y a eu des épisodes sur le féminisme, les algorithmes, le panafricanisme, peu importe, c'est vraiment ouvert à 360 degrés. Et on imagine le monde en 2050 à partir du sujet choisi par mon invité. Et l'idée, c'est de construire un imaginaire qui n'est pas une vérité absolue, mais en tout cas qui propose un futur possible. Et à partir de là, on va questionner les chemins que l'on prend en revenant au présent pour voir quelles sont les trajectoires qui nous mènent ou pas vers un futur soit souhaitable, soit qu'on le redoute. Et le point de départ en fait de ce podcast, c'est qu'avant je travaillais dans les questions, je travaille toujours sur les sujets de transition, d'écologie, de transition sociétale, et j'avais envie que l'on quitte un peu une parole purement d'expert sur ces sujets-là. Ce qui est souvent le cas, voilà, effectivement. C'est souvent le cas, et j'avais envie que les gens puissent se réapproprier cette capacité d'imaginer, de penser le futur pour être en capacité de se poser des questions aujourd'hui au présent sur qu'est-ce que l'on veut pour atteindre ce futur, comment on fait, comment on va, où on va et comment on arrive à bifurquer des chemins qui sont un peu tout tracés parfois par nos
mode de vie. Alors, en général, quand on commence à parler de ce qui va se dérouler dans 20 ans, 30 ans, 40 ans, c'est assez pessimiste quand même. Eh bien, pas tant que ça, finalement. Ça a été une des bonnes surprises. Lors de ces échanges, finalement, les gens se projettent majoritairement vers un futur souhaitable. Après, ils sont toutes et tous très lucides sur le fait que ce futur souhaitable qu'ils dessinent comme ça le temps d'une conversation implique des changements assez radicaux, des moments de rupture, que ce soit sur des questions environnementales, de justice sociale, de rapport aux autres. C'est ce que prône quelqu'un comme Aurélien Barraud qui a quand même tendance à dresser un tableau très noir de ce que sera notre planète dans 30 ans. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on entend beaucoup parler de l'effondrement, par exemple, qui pose là, des questions. Là, ce sont les experts qui parlent, les astrophysiciens, pas que des experts qui aujourd'hui sont dans cette mouvance de l'effondrement. Néanmoins, quand on revient à une échelle un peu individuelle, sensible, en fait, ce qu'on a envie pour soi, ses enfants, etc., on voit que les gens se projettent plutôt sur un futur positif. C'est une bonne nouvelle. Donc ça s'appelle #2050. C'est également disponible sur les plateformes. Ouais, voilà, je suis hébergé chez Ocha et puis ensuite je suis disponible sur toutes les plateformes, que ça soit Spotify, Deezer, Apple, etc. Là aussi, je me retourne vers Alexandre Hérault. On a le sentiment aujourd'hui quand même que c'est compliqué de savoir où on peut trouver des podcasts. Il y a les plateformes, mais c'est pas encore très lisible. La radio, vous attendez le Netflix du podcast, finalement. Voilà, c'est ce que vous êtes pas. Mais vous savez, il y en a pas mal qui bataillent là-dedans. Mais peut-être parce que. Ne parlez pas de ça, ça m'effraie un peu. Mais ça peut être effrayant en même temps. Il faut bien ouvrir une porte pour que ce soit facile d'accès. Quand on veut écouter la radio, on le sait, on va sur la bande FM, on peut écouter la radio. Voilà, c'est quelque chose de très lisible, de très clair. Trouver des podcasts, on ne sait pas trop s'il faut aller sur un site particulier, s'il faut aller sur un hébergeur. Les choses évoluent beaucoup. Même moi, je suis un peu paumé, alors que je suis provider. Je fabrique, puisque le podcasteur que vous avez en face de vous, Alain, était avant animateur de radio à Radio France. Radio France. D'une maison que vous connaissez bien. C'est une maison que je connais bien. Vous étiez sur France Culture. France Culture, puis France Inter. Et France Inter. Et puis avant, j'étais un enfant des radios libres. Donc du coup, la radio est un peu mon ADN, le micro. Et ce qui s'est passé, c'est que quand j'ai vécu l'effondrement total à août de Radio France, y a-t-il une vie après la radio? Je me suis dit, bah oui, peut-être. Et puis non, après tout, on retire pas un micro avec quelqu'un qui l'a tout le temps eu dans ses mains aussi facilement que ça. C'est compliqué. Et est arrivé l'univers magnifique de l'audio digital et cette révolution, le podcast. C'est-à-dire que c'est presque une revanche du son sur l'image, parce que je pensais aussi que dans cet effondrement, il y avait aussi, on enterrait un peu trop facilement la radio. Vous voyez ce que je veux dire, Alain? Mais la radio, alors justement, le service public est plutôt précurseur. Il fabrique beaucoup de podcasts. Pour le coup, c'est clair, parce qu'on sait où les trouver. C'est clair. Mais c'est ce que je connaissais. On parlait de France Culture. Sur France Culture, effectivement, France Culture trouve aujourd'hui un nouveau public grâce à ce support. Alors il faut faire la différence évidemment entre le podcast qui est une façon de réécouter des émissions qu'on aime beaucoup et le podcast natif. Et le replay. Et alors là où ça se complique, c'est que même des maisons vénérables comme Radio France font du podcast natif aujourd'hui. Ils préfèrent parler de podcasts originaux. C'est-à-dire que ce sont des émissions qu'on ne va pas entendre, enfin, disons des programmes qu'on n'entendra originaux, bien sûr, sur les antennes. Il n'y a plus besoin, Alain, de faire autant qu'il y a encore 1 an et demi, quand je suis arrivé dans cet écosystème, de pédagogie sur le podcast, même si la grande question est pour beaucoup, et beaucoup de gens de ma génération qui ont passé 50 ans, etc., le problème de comment on le chope, son lien, comment ça marche finalement. Mais en ce moment, il y a beaucoup de gens qui creusent des trous, d'ailleurs c'est peut-être eux qui gagnent le plus d'argent dans cette histoire, c'est-à-dire qu'on peut mettre et on peut se faire héberger dans un nombre incroyable de plateformes. Il y a des hébergeurs, il y a des agrégateurs, mais tout ça se retrouve aussi sur des applications comme Apple qui, je crois, en flux, réunit encore presque 60% des écoutes de podcasts. Les choses vont beaucoup changer. Je pense que ça va tourner vers Spotify. Vous le voyez comment, vous, l'avenir là? Vous dites que les choses vont changer. C'est quoi la suite? Alors le futur, c'est pas mon truc. Non, c'est ça. Excellent, Rebecca. On va faire #2021 déjà. Voilà. Madame sans se projeter jusqu'en 2050. Non, mais pour rebondir sur la découvrabilité, en fait, on se rend compte qu'aujourd'hui, en tout cas, les jeunes générations n'ont plus le réflexe, par exemple, pour regarder un programme, d'allumer une télé et de voir ce qui va sortir. Le réflexe aujourd'hui, c'est le à la demande. La question de la découvrabilité
mobilité, elle se pose pour les questions, comme tu le disais, des personnes plus âgées, la quarantaine, la cinquantaine, qui vont devoir modifier. J'ai 40 ans passés vous avez raison. Voilà. C'est pour ça que je pose la question. J'ai besoin de savoir. Et donc c'est vrai que pour eux, il y a un changement de façon de rapport à l'information que l'on veut, que l'on choisit, que l'on va chercher. Après, sur la suite, moi je m'intéresse, j'avoue, pas trop à la question de la monétisation du podcast. Il y a beaucoup d'enjeux pour beaucoup d'acteurs. En tout cas, moi ce que je vois, c'est que l'avenir, j'espère, c'est qu'il va toujours, le podcast, donner plus de place et en tout cas d'oreilles pour entendre des voix qui sont un peu différentes, que ce soit de minorités, de personnes issues de background, enfin je ne veux pas utiliser ce terme-là, enfin en tout cas dans un environnement différent que les voix que l'on peut entendre plus classiquement à la radio. Ou des sujets qu'on ne faisait qu'aborder une fois sur une émission, qui sont aujourd'hui un peu plus que des sujets de niche. Là, j'aurais évoqué ce que fait Camille. Ou des sujets qu'effectivement on peut traiter avec un angle particulier en radio et que l'on peut traiter avec un angle particulier ou différent sur les podcasts. Et Alexandre, vous avez un podcast vous aussi, ça s'appelle Alex en roue libre. C'est-à-dire qu'il a bien fallu commencer par quelque chose, et quand on s'est dit on va récupérer cette révolution qui est en marche, il faut commencer par peut-être ce que j'aime le plus, c'est-à-dire aller vers les gens, aller dans des histoires immersives, aller aussi là où il y a du contact facile. C'était les festivals, et ceux qui nous ont accueillis, c'est des gens que d'habitude je fréquentais un peu avec des cars régie à Radio France. C'était un festival qui s'appelle Jazz sous les pommiers. France Bleu y est très présent. J'ai retrouvé mes collègues de France Inter qui étaient là-bas avec un déploiement massif de personnel et d'énergie. Et puis moi, tout seul avec mon petit micro, en fait, j'arrivais à faire quelque chose qui était juste la tonalité auprès des gens, auprès des musiciens, et puis surtout leur permettre de patrimoniser en éditorialisant un peu les rencontres. Et tout ça de manière très légère. Et donc on a commencé par essayer de faire le podcast des festivals. Et puis après, le modèle s'est affiné. On s'est rendu compte que dans les milieux de la culture, Alex en roue libre, il allait avoir des difficultés à trouver des partenaires qui allaient lui financer, donc que ça soit au niveau des festivals eux-mêmes. Les budgets de communication ne grossissent pas tant que ça pour beaucoup. Et on est rentré dans un modèle qui est celui qui n'intéresse absolument pas Rebecca en face de moi, qui est une forme de monétisation du podcast. Je pense que ça l'intéresse. Mais ça l'intéresse. Elle doit déjà avoir son partenaire. Voilà, chacun son domaine. Ça la concerne pas. La production et l'artistique d'un côté, l'éditorial d'un côté, voilà. La monétisation, la pub, l'écosystème de l'autre. La radio étant un métier, j'ai toujours considéré ainsi, autant essayer d'en vivre. Et aujourd'hui, on arrive avec le podcast et l'audio digital en général à être, à mon avis, on arrive à un âge d'or du storytelling, c'est-à-dire que même les marques, quand ont envie de se raconter, vont le faire de manière intelligente et vont faire appel à des gens qui savent le faire, qui ont cette envie-là et qui vont le faire sans être dans le dévoiement suprême ou dans le commercial. Ou en tout cas, il faut absolument pas que ça se... Alors c'est un petit jeu. C'est un petit jeu subtil, mais ça continue à convoquer les spécialités de chacun dans ces métiers de la radio. On va travailler encore avec des ingé-sons, avec des monteurs, avec des mixeurs. On va travailler avec des sound designers et on va arriver peut-être après, à terme, à produire nous-mêmes et à s'imaginer un peu média. Et ce qui est drôle, c'est qu'on donne aussi la possibilité à beaucoup de gens, que ce soit les entreprises, les institutions. En ce moment, je travaille avec la Fondation de France, avec des paroles autour de l'éducation aux médias, qui enfin peuvent être médias. C'est-à-dire qu'ils construisent leur contenu avec ces deux intelligences qui se rencontrent. On a l'impression de revivre un petit peu, je vais faire l'ancien combattant, mais on a l'impression de revivre un petit peu ce qu'on a connu pour certains, vous n'étiez pas là, mais dans les années 80 avec l'émergence des radios libres, il y a une liberté d'expression qui arrive d'un seul coup, comme ça, avec on peut être très créatif, et il y a vraiment un champ des possibles qui est extraordinaire. Camille, vous avez ce ressenti-là aussi ? Je pense que c'est pas seulement une liberté d'expression, c'est aussi une liberté de production en fait, parce que maintenant il y a de plus en plus de systèmes qui sont accessibles à tout le monde, et créer un podcast, on n'a pas vraiment. Moi par exemple, j'ai pas d'expérience en contenu, j'ai pas d'expérience en audio. J'ai fait une école de commerce et j'ai réussi à faire un podcast. Oui, c'est assez facile d'accès parce que ça nécessite pas des infrastructures importantes, un matériel technique conséquent. C'est assez léger finalement. Exactement. Après, on peut imaginer des grosses productions aussi. Hein, ouais, c'est vrai. Mais c'était exactement ce qui est en train de se passer. C'est-à-dire quand Spotify investit dans Gimlet 200 millions d'euros, avec des gros studios qui sont là et qui vont travailler sur des fictions magnifiques. Aujourd'hui, on le voit, il y a une lutte acharnée pour avoir les
meilleurs scénaristes à ses côtés, des programmes qui... C'est intéressant, parce que même la fiction radiophonique étant ce qu'on appelait avant le docudrama ou les dramatiques, qui souvent portaient bien leur nom, bien sûr. Même ça est en train de renaître avec le podcast. Et puis vous voyez, le documentaire que moi j'ai été obligé de quitter à Radio France parce que soi-disant il n'y avait plus de moyens, là il y a des moments où on se dit que peut-être on va y arriver aussi. Et avec les mêmes armes, c'est-à-dire des très bons micros, des très bonnes investigations, et c'est déjà en train de se passer. Donc et ça se passe aussi. Ouais, et pour compléter sur ce lien entre radio libre et podcast, moi je suis venu au son en étant bénévole dans une association, une radio associative, et c'est vrai qu'on retrouve cette volonté de localement de faire entendre d'autres voix, d'autres points de vue, et de servir en fait d'utilité sociale aussi de notre travail. Et moi cette valeur-là, je la retrouve vraiment dans le podcast, et c'est ça qui me parle. Le lien social qui reste important. Aussi. Merci à tous les trois. On vous a appris des choses. Vous nous avez appris plein de choses. Et puis je vous souhaite plein de belles choses à vous aussi. Donc vous avez rejoint, Alain, la Révolution. Voilà, on est en permanence en Révolution. Exactement. Merci à tous les trois d'être venus sur ce plateau cet après-midi. Excellent salon à vous. En 2020, l'Allemagne et l'Autriche sont à l'honneur du Salon de la Radio 2020 sur Connect On Air.